Le thème, en quelque sorte, c'est la participation des Premières Nations dans le développement de la bioénergie. Quel rôle que les Premières Nations pourraient jouer dans ce domaine qui est en pleine effervescence. Dans la vision, chez les Atikamekw, moi, je vais vous conter une petite histoire avant d'embarquer dans ma présentation. Nous, en tant qu'Autochtones, plus précisément, nous, les Atikamekw, nous avons une certaine affinité avec la forêt, nous avons une certaine affinité avec le territoire. Par exemple, moi, qui ai été élevé très près de mes grands-parents qui sont vraiment des Autochtones qui ont passé leur vie en forêt. Oui, c'est des Autochtones qui sont enregistrés dans une communauté, qui font partie de la réserve de Obidjwan, mais en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? C'est comme ça que la loi sur les Indiens était conçue. Ils créaient des réserves, puis les Autochtones, il fallait qu'ils s'enregistrent dans une réserve. Malgré le fait qu'ils se sont enregistrés dans une réserve, mais ils ont toujours vécu dans la forêt. Là. Ils n'ont pas nécessairement demeuré dans la réserve autochtone de Obidjwan. Ceci dit, mais eux, ils ont été très près de la forêt. Ils ont observé beaucoup de changements dans les 50 dernières années. Ils ont observé la diminution de la neige, l'épaisseur de la neige qui est beaucoup moins volumineuse aujourd'hui. Ils ont observé également la disparition de quelques espèces. Ils ont observé la diminution du bétail pour la chasse. Donc, c'est des choses que le changement aussi dans les arbres, les feuilles, la façon... en tout cas, j'ai pas les mêmes yeux qu'eux. C'est dommage, puis je le regrette. Eux ont développé une certaine capacité, mais ils ont tout ça pour dire qu'ils ont observé beaucoup de changements dans leur environnement. Et je pense aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Et le développement de la bioénergie, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nos territoires, mais également une très bonne nouvelle pour la végétation et le monde animal. Et indirectement, les humains également. Donc, je vais passer maintenant à mon projet à ma diapo. Ça va virer de ça? OK. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet de bioraffinerie forestière chez les Atikamekw. C'est un projet qui nous est cher, dans lequel nous avons beaucoup d'espoir et j'espère que des avancements futurs vont pouvoir débloquer. Nous pourrons justement montrer l'exemple et démontrer qu'un partenariat avec les Premières Nations, c'est très bénéfique. Juste un rappel, juste pour moi, un petit peu d'éducation, qui sont les Atikamekw, mais les Atikamekw, c'est une population dont le taux démographique augmente énormément. Et par tout ce que je dis, on fait beaucoup d'enfants. Et je me suis rendu compte dernièrement que certains politiciens non autochtones étaient un peu envieux de notre situation, de notre performance, on pourrait dire. Mais comme je disais tantôt, mes grands-parents, eux, c'est des Autochtones qui ont passé leur vie dans la forêt. Le mode de fonctionnement un peu chez les Atikamekw, c'était des familles, hein, c'était des clans familiaux qui occupaient le territoire un peu partout. Puis pour chez nous, c'était pas différent. Moi, notre territoire familiaux, je pourrais dire, je suis comme divisé en deux. Du côté de ma grand-mère, je veux dire, c'était dans la région entre Obidjwan et Clova. C'était la région qu'on occupait. C'est la région que je me souviens quand j'étais jeune. C'est la région qu'on parcourait, où est-ce qu'on allait rencontrer beaucoup d'aînés, où est-ce qu'on allait rencontrer tous ces aînés-là aujourd'hui que je me souviens. Ils sont décédés. Je suis un peu nostalgique quand je pense à eux parce que c'est j'aime pas ça dire ça, parce que moi, c'est des Atikamekw
pure à part entière. C'était des gens qui connaissaient seulement la forêt, connaissaient seulement le mode de vie ancestral. Il n'y avait aucune éducation. Leur éducation, c'était vraiment le savoir-faire de Atikamekw, le savoir-faire en forêt. Aujourd'hui, la population Atikamekw, on s'élève maintenant à près de 8 000 membres. Ça a doublé depuis les années 70, juste vous donner une idée. Et ça continue à doubler. On grandit environ à 300-400 par année de plus. Donc, c'est beaucoup de potentiel en main-d'œuvre pour les compagnies. Juste un fait, 70% de la population actuellement a 35 ans et moins. Puis il y a une autre aussi statistique, c'est 40% de la population actuellement, c'est 15 ans et moins. Donc, on connaît la situation dans les communautés. Et je pense que c'est le moment que tout le monde mette la main à la pâte et qu'on puisse commencer à créer des ponts. Des ponts qui souvent n'ont pas été comme entretenus. On a déjà une crise qui est sociale dans nos communautés. Je pense que c'est du devoir des gouvernements de contribuer à cette création de ponts-là, mais en même temps, c'est le devoir de tous. Et en bon citoyen, il y a tout à ce rôle-là en tant que Première Nation qui me chicote un peu. C'est comme si on demandait de venir nous aider. On veut pas. Ayez la volonté de venir voir les Premières Nations. Venez voir les Premières Nations de votre propre volonté. Venez créer des ponts. À un moment donné, en tant que politicien, toujours demander, venez nous aider, venez travailler avec nous. Ça devient un peu redondant pour nous, mais si c'est nécessaire, mais on va continuer à le faire. Mais ça serait beaucoup mieux, puis ça serait beaucoup plus agréable si les entrepreneurs, les compagnies, les citoyens non autochtones, de leur propre volonté, pourraient venir voir les communautés, les Atikamekw chez nous et essayer de développer des partenariats, de travailler sur le potentiel de la main-d'œuvre. Hein. Tout le monde connaît la situation au Québec, puis un peu moins du côté canadien, mais au Québec, ça passe partout aux nouvelles. La main-d'œuvre, les municipalités, les entrepreneurs, les PME sont tous à la recherche de main-d'œuvre, mais si on est capable de tisser des ponts solides, la solution est à travers les Premières Nations. Donc, tantôt, je parlais moi, je suis enregistré à Obidjouan. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est le courant du détroit, c'est ce que ça veut dire en Atikamekw. Sans aller dans les détails, là, je sais que 10 minutes, c'est pas long, mais Obidjouan, c'est une des communautés, c'est la communauté la plus nordique des 3 communautés Atikamekw, dont je représente. C'est environ c'est 280 km de Roberval et c'est 168 km de route de gravier avant de se rendre dans la communauté. Pour les gens qui se sont rendus là à l'occasion, j'ai souvent entendu quelques plaintes, mais pour vous, des acteurs de la foresterie, je pense pas que ça soit un problème pour vous. Manawan, ça veut dire c'est là où on ramasse des œufs, c'est là Manawan, c'est comme on enlève des œufs, c'est où on trouve des œufs. Comme vous pouvez voir, ça a été créé en 1906. C'est la communauté qui est la plus au sud des 3 communautés. On y accède par Saint-Michel-des-Simples. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est environ 86 km, donc environ un maximum 1 heure de route de Saint-Michel-des-Simples. Wemotaci, c'est près de Latuc, c'était à 106 km de Latuc. Ils disent 115 ici, mais dans ma tête, ça a toujours été 106. C'est ça, c'est la plus vieille réserve créée chez les Atikamekw, mais c'est la plus petite aujourd'hui. Elle compte environ 1900 membres, 2000 membres maximum. Et c'est une communauté qui est située en plein cœur du territoire ancestral Atikamekw. Juste pour encore des statistiques, 97,2% de la population Atikamekw parle Atikamekw. C'est quelque chose dont on est fier. C'est quelque chose qu'on veut protéger également. C'est la façon que je vois ça, moi, personnellement, c'est
on aimerait que la population, tout le monde, voit comme la nation Atikamekw comme une plus-value. Les gens sont fervents de l'ethnotourisme, mais la nation Atikamekw peut contribuer à attirer des gens par son authenticité, par ses capacités, mais également par sa conservation de sa langue et de sa culture. Je pourrais vous parler très longtemps comment je suis fier de cet aspect-là de chez les Atikamekw, mais aujourd'hui, vous le constatez avec les statistiques, la nation Atikamekw, malgré sa proximité des grandes villes quand même, une proximité, mais isolée. Je comprends. C'est un peu mélangeant, mais c'est comme ça la réalité. Demandez-moi pas pourquoi c'est comme ça, mais j'ai ma petite théorie. Dans l'Ouest canadien, si on compare avec les Atikamekw, dans l'Ouest canadien, il y a beaucoup d'Autochtones qui ont perdu leur langue ou sont en voie de la perdre. Alors qu'au Québec, c'est le territoire qui a été rencontré en premier par les nouveaux arrivants. Pourquoi les Atikamekw ont su conserver leur langue? Mais je pense qu'on était des têtes de cochon, puis on voulait pas se mêler avec tout le monde. Mais également, une autre théorie que j'ai, c'est que on connaît l'histoire anglais francophone au Canada, mais les Français étaient trop occupés à s'occuper des Anglais, donc ils nous ont oubliés un peu dans la forêt. Je pense que c'est ça qui a contribué à protéger notre langue en tant qu'Atikamekw. Notre territoire, c'est à ça que ça ressemble, notre territoire ancestral actuel. Quand je parle aux aînés, on a beaucoup de témoignages, beaucoup d'enregistrements qui parlent de notre territoire. Notre territoire, d'après eux, était beaucoup plus vaste. Et d'après les témoignages, d'après les histoires souvent qui se passent à l'extérieur de notre territoire, c'était beaucoup plus vaste. Mais aujourd'hui, on va se contenter de ça. Il y a beaucoup d'autres nations autour et on ne veut pas créer de différends avec les autres nations. Donc, actuellement, notre territoire ancestral est environ à 80 000 km². D'ailleurs, on s'est fait connaître et c'était ça le but également de notre démarche. En 2014, nous avons fait une déclaration de souveraineté. La déclaration de souveraineté, ça a fait beaucoup de vagues, mais l'intention vraiment, c'était de lancer un message politique, d'éduquer notre population, mais également la population générale, mais également c'est d'aider au niveau social notre population qui souvent est qui ont un mal de vivre. Et on voulait, par cette démarche-là, c'est de booster un peu la fierté de nos membres. Donc, l'objectif BEL, rapidement, il faut exploiter, valoriser il y a un potentiel de 1 200 000 TMV par an de résidus forestiers sur nos territoires. Quand on parle de la région 04, en termes forestiers, c'est la Mauricie. C'est au cœur de notre territoire. Excusez. Donc, la compagnie BELT, le groupe BELT, c'est un partenariat entre Nestlé Corporation et également FP Innovation, ainsi que Ville-Latuc et maintenant, depuis l'année passée, la nation Atikamekw. La biomasse a généré des activités de la foresterie. C'est beaucoup de potentiel sur notre territoire. Notre territoire, c'est juste un petit historique. Notre territoire, c'est le berceau de la foresterie en Amérique du Nord. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, la Mauricie, c'est là que toute l'industrie s'est créée, c'est là que toute l'industrie s'est développée, mais également l'industrie hydroélectrique. À l'époque, dans le temps de Brown Corporation et toutes ces grandes familles-là américaines qui sont venues investir dans le territoire. Le temps a roulé, hein. Il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu beaucoup d'exploitation. Les Atikamekw ont vu ça de leurs propres yeux. Certains Atikamekw ont participé dans la coupe également, à l'époque que ça se coupait à la main les arbres. Aujourd'hui, c'est tout mécanisé.
Mais à l'époque, c'était différent. Il y a certains Atikamekw qui ont su participer à cette exploitation-là et tirer un certain profit également. L'important du projet, le mandat de BELT, c'est de mettre les conditions nécessaires à l'implantation de la bioraffinerie en territoire Atikamekw. C'est un projet dont on croit et nous avons beaucoup d'espoir, comme j'ai mentionné tantôt. Tout le monde sait ça. Les résidus forestiers nécessitent un minimum de formation et de besoin de... Je vois mal à cause de la chaise, là. L'éthanol, il y a plusieurs... merci. Bon. Nous, on veut vraiment participer à cette effervescence énergétique-là. Je crois que ça rentre dans notre philosophie en tant que Première Nation et nous voulons justement nous voulons être à part entière dans ce projet-là. On connaît la politique énergétique du Québec qui veut augmenter la production énergétique de bioénergie par 50% d'ici 2030. Réalisation de projets de recherche-développement. Je pense que je commence à passer par-dessus. Il me reste 1 minute. Juste rapidement, j'espère que vous allez poser des bonnes questions tantôt. Puis je pense que sûrement vous connaissez déjà ces informations-là. Fait que je vais passer très rapidement. L'important, mon message, c'était de vraiment expliquer et de faire comprendre que BELT, c'est un projet dont les Atikamekw sont partenaires et dont... Et également, l'autre message que je voulais passer, c'était vraiment que les statistiques, l'historique, l'expérience également démontrent aujourd'hui que pour tout projet, et on est appuyé là-dedans par également la Cour suprême, le droit canadien, tout projet aujourd'hui nécessite la participation des Premières Nations et également, c'est démontré également que quand les Premières Nations participent à un projet, mais le succès du projet est inévitablement assuré à ce moment-là. Et également, comme tantôt j'ai mentionné, on est un bassin incroyable de main-d'œuvre. Donc, je vous invite tous à croire aux Premières Nations et de créer ces ponts-là et leur donner cette fierté, le sens d'appartenance qui, pendant longtemps, ça s'est effrité avec l'histoire. Et l'important aujourd'hui, je pense, c'est de recréer ces ponts-là et donner l'opportunité chez nous, aux Atikamekw, mais partout ailleurs également, de pouvoir participer au développement et également assurer un meilleur développement du territoire tout en participant à la diminution des effets des gaz à effet de serre. Donc, rapidement, je me fais regarder de travers. Voici des informations supplémentaires. Vous pouvez lire ou vous pouvez me poser des questions. Ça, c'est tous les partenaires qui font partie du projet. Il y a nous, Atikamekw CB, le nom de la Corporation Bioénergie, FP Innovation, Nesté, Ville-Latic, ACPER également en tant que conseiller, Université Laval, QTR, beaucoup de partenaires qui font partie du projet. Ville-Latic, Gouvernement du Québec, Gouvernement du Canada. Et pour votre information en terminant, depuis dernièrement, le siège social de BELT est maintenant dans la communauté de Wemotaci, qui est déjà un grand pas. Puis il y a d'autres avancements qui s'en viennent et je pense c'est un témoignage d'une bonne collaboration, puis c'est un témoignage d'un bon partenariat entre la Nation Atikamekw et également les promoteurs du projet BELT. Et, en tout cas, maintenant, mon temps est écoulé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis un petit peu plus petite que la moyenne. Coucou tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup, Jean-François, pour l'invitation. Ce matin, je vais vous présenter notre entreprise qui est Inukshuk Synergy. Avant de commencer, je vais vous faire un petit historique. Ça part d'où Inukshuk Synergy. Puis je vais vous parler aussi, Catherine vous parlait que j'avais été nommée présidente de la table Première Nation, donc je vais vous parler d'un guide de partenariat rapidement sur lequel j'ai travaillé dans les dernières années. Donc, c'est moi qui change le... Donc,
Au niveau de la communauté, chez nous, à Mashteuiash, Groupe ADL, qui est notre entreprise familiale, dans le fond, existe depuis 35 ans. ADL, c'est Alain Donald Lux. Alain, c'est mon père. Donc, moi, je suis dans l'entreprise depuis 15 ans maintenant. L'entreprise ADL est un holding, dans le fond, familial de placement dans différents secteurs d'activité. Donc, on a toujours été proactifs dans la communauté. On a développé plusieurs entreprises. On a créé plus d'une vingtaine de partenariats au cours des dernières années. Actuellement, il nous reste autour de 6 entreprises dans différents secteurs d'activité, dont la deuxième, troisième transformation du bois. La biotechnologie, on a des immeubles, camping, etc. Donc, notre modèle d'affaires est vraiment basé sur la création de partenariats. Groupe ADL, aujourd'hui, c'est 100 emplois, dont une trentaine autochtones. C'est autour de 40 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est à partir de Groupe ADL, une de nos acquisitions qui est Granulogie en 2009, de laquelle on a par la suite vu des opportunités puis créé Inukshuk Synergie. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc, mes implications, je reviendrai pas là-dessus, Catherine les a nommées, mais en effet, en 2015, j'ai eu la chance de travailler sur la table Premières Nations dans ma région suite au sommet économique organisé par le ministre Couillard, à travers lequel le mandat était de développer une culture de partenariat entre les Premières Nations et les acteurs régionaux, les entrepreneurs, dans le fond, allochtones, les entrepreneurs de la région. Donc, rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin vraiment, un besoin de créer un guide un guide qui allait amener une facilité de compréhension des réalités de part et d'autre. C'était vrai pour les entrepreneurs de la communauté, mais c'était vrai aussi pour les entrepreneurs de la région, de dire qu'il y a des réalités différentes, la fiscalité est différente, il y a des éléments, en tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, je pourrais faire une présentation de 10-12 minutes juste là-dessus, mais je vous invite à aller sur le site de la Société de développement économique Innu de Mashteuiash, sur lequel vous allez pouvoir trouver le lien du guide là, de développement de partenariat qui est super intéressant, puis qui a été créé justement là, pour faciliter le développement de partenariat entre les entreprises Innu et allochtones. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est de bonne heure, là, mais on a la bouche sèche. Bon, OK. Création du modèle d'Inukshuk Synergie. Donc, tantôt, je vous parlais de la table Première Nation. Puis en parallèle, moi, j'avais rencontré le chef Dominique chez nous qui me disait, tu sais, ma préoccupation, parce que lui avait participé au mandat à la création du mandat de la table. Puis la préoccupation du chef Dominique à cette époque-là était de dire on travaille sur des traités, sur des négociations au niveau politique. Tantôt, ça va emmener des ententes de retombées et avantages avec les entreprises au niveau des ressources naturelles, que ce soit au niveau minier, forestier, énergie, etc. Comment on peut s'assurer d'aller chercher le plus de retombées pour nos Premières Nations. Donc, c'est sûr que quand on parle d'entente de retombées et avantages, ça touche plusieurs secteurs d'activité. Puis Inukshuk voulait se positionner par rapport à ça, puis devenir un modèle ou un outil pour permettre à notre communauté, mais aussi servir à d'autres communautés éventuellement, de se positionner à différents niveaux. Actuellement, quand on regarde dans le marché ou quand on regarde l'expertise que les Premières Nations ont développée au cours des dernières années, au niveau de la forêt, on est surtout au niveau de la première transformation, la récolte, etc. Au niveau de l'expertise minier, ben les entrepreneurs autochtones sont là au niveau de l'exploitation, sont là au niveau de la construction de routes, de camps, etc. Mais il y a personne qui s'était positionné au niveau de l'énergie. Donc, Inukshuk Synergie, c'est une entreprise autochtone qui propose des solutions énergétiques novatrices, clés en main, à partir de biomasse, principalement de la granule, répondant aux besoins spécifiques du marché. En ce qui concerne nos motivations, ben, je vais passer rapidement parce que, au même titre que les autres sources d'énergie renouvelable, là, le but, c'est de diminuer les énergies fossiles dans les réseaux non reliés, les communautés autochtones, puis partout au Québec.
Puis le modèle d'affaires d'Inukshuk Synergie est vraiment basé sur le développement de partenariats avec les communautés pour justement créer une autonomie gouvernementale puis amener une nouvelle façon là, de développer économiquement. Donc, notre histoire d'Inukshuk Synergie est partie de l'union de deux partenaires qui est une de nos entreprises, Granules LG. Granules LG est un des plus grands fabricants de granules au Québec. On fabrique 120 000 tonnes par année. Ça fait 20 ans que l'entreprise existe. On a des marchés diversifiés autant au Québec que dans le nord-est des États-Unis. On est aussi en Europe. Donc, on est la seule entreprise dans l'Est canadien à avoir les accréditations nécessaires pour l'exportation à l'international. Granules LG est une entreprise qu'on a créée en partenariat avec le Conseil des montagnais chez nous. Donc, c'est une entreprise privée et publique. Groupe ADL est partenaire à 80%, le conseil est à 20%. Donc, pour le conseil, si je peux donner cet exemple-là, qui est un peu le minding ou le pourquoi on a créé Inukshuk aussi, c'est que on a vu avec le Conseil des montagnais, quand on est arrivé pour devenir partenaire dans l'usine de granules, une chose qu'on devait s'assurer, c'est l'approvisionnement de l'usine de granules. En tant qu'entrepreneur, on a certains avantages, mais au niveau politique, le Conseil, lui, avait un pouvoir politique différent qui pouvait nous aider à garantir, à travers les ententes de retombées avantages, justement, l'approvisionnement de notre usine. Donc, on a créé un partenariat avec le Conseil des montagnais, qui est un partenariat stratégique, mais qui est gagnant-gagnant, parce que ça amène une nouvelle source de revenus aussi pour le Conseil chez nous. Mais là, je parle vite, là. 10 minutes, c'est pas long. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que quand on a construit, pas on a construit, mais quand on a acquis l'usine de granules, dans le fond, le Conseil des montagnais possédait à cette époque-là 50 000 mètres cubes. Donc, en ayant un projet de développement économique créateur d'emplois au niveau de la deuxième, troisième transformation du bois, ça a permis au Conseil d'aller chercher un cave de bois supplémentaire. Donc maintenant, le Conseil est à 250 000 mètres cubes, ce qui permet d'avoir une entente tripartite entre les producteurs, entre les exploitants de ressources naturelles qui sont les compagnies forestières, et une entente de contrat d'approvisionnement pour l'usine de granules. Donc, vous voyez un peu le modèle d'Inukshuk à travers le modèle forestier, mais qui peut être là aussi, qu'on transpose maintenant au niveau énergétique à travers la création de projets d'énergie, de production d'énergie électrique. Donc, notre deuxième partenaire dans Inukshuk, c'est Alco TMI. Donc, Alco TMI est une entreprise aussi qui a un bras d'affaires dans la région, mais qui a un bureau maintenant dans la communauté de Machetewiyach. Donc, ils sont spécialisés dans le secteur de l'énergie, fabrication de chaudières, etc. Donc, Alco TMI existe aussi depuis 25 ans, ont autour de 300-325 employés. Sont habitués de travailler avec des grands donneurs d'ordre, etc. Donc, vous voyez la synergie entre nos deux entreprises. Granules LG est une entreprise qui existe depuis 20 ans. On peut continuer de faire notre business comme on l'a fait là. Alco TMI, à la limite, a besoin plus ou moins de nous, mais ensemble, on vient offrir un nouveau package ou une nouvelle opportunité pour les communautés autochtones. Donc, juste pour essayer de simplifier ou de mieux vous vulgariser, Inukshuk Synergie, qu'est-ce qu'on fait? C'est, dans le fond, Inukshuk Synergie, c'est un modèle intégrateur au niveau de la biomasse. Actuellement, ce qu'on voit, c'est dans le marché, c'est qu'il y a pas de joueur au niveau granules qui s'est positionné. Ben moi, ce que je me rends compte au cours des dernières années, c'est vraiment au niveau forestier, au niveau de la vente d'énergie granules. Tout le monde travaille en silo, tu as les équipementiers, tu as les producteurs de granules, etc. Donc, Inukshuk Synergie devient un modèle intégrateur. Les clients vont avoir maintenant la possibilité de passer à un endroit pour pouvoir avoir l'ensemble des services, incluant le combustible, puis pas se poser de questions par rapport à ça. Donc, ce qu'on veut faire avec Inukshuk Synergie, c'est dire, selon les communautés où les communautés sont situées, selon les ressources naturelles qu'ils ont sur leur territoire,
selon les compagnies qui sont en place, soit au niveau minier ou forestier, comment on peut aider la communauté à aller chercher un maximum de développement économique à travers les ententes de retombées avantages qui négocient avec ces gens-là. Donc, on a une expertise au niveau forestier, dans la production de biomasse, dans la production de granules de bois. Il y a des opportunités là le modèle qu'on a créé, on peut le répliquer ailleurs au Québec. Mais le but d'Inukshuk aussi, c'est de faire grandir le marché en faisant l'installation d'infrastructures qui utilisent la biomasse, la granule. Donc, au niveau minier, si je peux donner l'exemple, c'est que s'il y a des communautés, il y a plusieurs communautés actuellement qui négocient avec des industries minières pour justement au niveau des ententes de retombées je vais dire ERA là parce que ça va être plus simple, je vais sauver du temps même dans ma présentation. Donc au niveau des ERA, à ce moment-là, ils négocient justement de la formation, de l'emploi, la création d'entreprises en partenariat avec des entreprises de leur secteur. Nous, ce qu'on vient offrir, c'est de dire aux communautés, aussi, vous pouvez avec Inukshuk offrir aux minières de dire on va vous offrir le service de production d'énergie selon vos besoins en fonction, ça peut être énergie biomasse, mais on peut être combiné à d'autres types d'énergie aussi. Donc, la communauté offre un service de vente d'énergie électrique à travers lequel Inukshuk et la communauté sont partenaires, puis qui amène une forme de revenu, une autonomie gouvernementale différente pour la communauté. Donc, on offre l'ensemble du service à la communauté, puis qui peut éventuellement déboucher aussi sur la création ou la mise en place de d'autres projets de granules ou de biomasse ailleurs au Québec et au Canada, parce qu'on vise pas juste le Québec avec le modèle d'Inukshuk. En passant, les communautés autochtones du Canada sont les 5e plus grands détenteurs de caves de bois au Canada. Donc, le modèle peut être répliqué à plusieurs niveaux. Inukshuk Synergie, je vais passer rapidement sur ce qu'on offre comme service parce que j'ai mis un peu nos encarts sur les tables. Vous avez à l'intérieur l'ensemble de nos expertises et des services qu'on offre. Dans le fond, c'est vraiment une approche intégrée qui offre l'ensemble des services. Ça peut être segmenté aussi selon les besoins comme je disais, des communautés ou des gens avec qui on fait les partenariats. Mais on vise l'ensemble des marchés. Oui, on vise les communautés, les réseaux non reliés, tout ça, mais tout ce qui est marché résidentiel, commercial, agricole au sud du Québec, on va offrir le modèle aussi, puis le service clé en main aux clients qui désirent chauffer ou chauffer principalement à la biomasse ou à la granule. Donc, au niveau des avantages économiques, je vais passer rapidement aussi, mais la granule comme combustible, là, je me compare au diesel, on est facilement 5 à 10 % en bas du coût du diesel combustible pour combustible. Au niveau de la capitalisation, opération, fiabilité, stabilité, c'est comparable au mazout. Donc, il n'y a pas d'intermission, il n'y a pas de risque d'interruption, disons, au niveau de la chaleur ou au niveau de l'énergie qui est générée. Puis, c'est sûr qu'on parle d'une économie circulaire puisque on crée notre propre, moi je dis souvent, on crée notre pétrole vert ici au Québec puis on le consomme au Québec. Fait que le but, c'est vraiment de générer une économie circulaire autour de ça. Avantages plus environnementaux, sociaux, mais c'est sûr que pour les communautés autochtones, c'est important tout ce qui est déversement pétrolier, émanation, etc. C'est sûr qu'on vient éliminer ça. On est 75 % moins générateur de gaz à effet de serre que le mazout aussi. Puis c'est sûr qu'on parle de vrai développement durable à travers un projet comme celui-là, puisqu'on permet de garder la chaîne d'employabilité aussi qui est là actuellement au niveau de la distribution puis du transport du pétrole. Donc, on n'enlève pas d'emplois, on conserve les emplois, on fait juste changer la façon de transporter le combustible. Donc, en terminant, je vous dirais, je prendrais peut-être
une petite minute de plus pour vous parler. Tantôt, M. Awashish a parlé un peu de l'histoire des Premières Nations, tout ça, puis j'aimerais essayer de vous transmettre un peu, si on veut, le pourquoi j'ai créé le modèle d'Inukshuk Synergie. Quand je suis arrivée dans l'entreprise il y a maintenant 15 ans, parce que vous avez vu dans la description de mon emploi, avant j'étais en service social à l'Université Laval. Puis quand mon père m'a demandé de m'en venir dans l'entreprise, j'ai demandé pourquoi que tu voudrais que je m'en vienne en entrepreneuriat, ça n'a comme pas de lien, puis ça n'a comme pas rapport. Fait qu'il me dit, qu'est-ce que tu as appris dans ton bac en service social? Ben, j'ai dit, j'ai appris à régler des problèmes, puis à trouver des solutions. Fait qu'il dit, c'est pas mal ça que je fais à tous les jours. Fait que là, j'ai dit, OK. Mais moi, en ayant grandi dans la communauté, puis en ayant côtoyé les différentes problématiques sociales, pour moi, c'était indéniable que j'allais faire quelque chose pour aider ma communauté. Fait qu'en allant en service social, pour moi, c'était la façon d'aider les communautés ou les gens qui vivaient des problématiques. Puis là, mon père, il me dit, il y a différentes façons d'aider les gens, Mélanie. Il dit, quand on crée de l'emploi, quand on crée de l'économie dans la communauté, on aide les gens à sortir de la pauvreté, on aide les gens à retrouver une fierté, à retrouver une valorisation. L'argent qu'on fait, on la redonne au milieu, puis ça permet au milieu de se développer au niveau social. Fait que pour moi, c'est mon leitmotiv à tous les jours. C'est ce qui m'a motivé à créer Inukshuk parce que c'est un modèle d'affaires collectif, c'est un modèle qui va aider les communautés à se développer puis à retrouver leur fierté. Donc, c'est plus qu'une entreprise, c'est vraiment un modèle d'économie durable pour l'avenir de nos jeunes. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Fait que je me suis presque assise sur Jean. C'est ça. Alors, écoutez, les deux présentations précédentes ont bien mis la table à ce qu'on est chez Fonds d'Action, puis au niveau du Fonds Biomasse Énergie. Je pense qu'il y a des valeurs communes. La valeur commune, c'est beaucoup le développement durable. Le développement durable, c'est de concilier des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux puis économiques. Puis c'est ce qu'on fait, c'est notre ADN. Alors, tout ce dans notre champ d'investissement, dans nos champs d'intervention, c'est un critère important. Alors, ça nous a amené à créer ou à mettre en place le Fonds Biomasse Énergie avec d'autres partenaires. Et puis, pour parler de la transition énergétique, on voulait l'illustrer par un exemple. Alors, on a pris un exemple d'un projet qui a été mené par la Nation CRI. C'est le premier projet au nord du 55e parallèle, j'aime ça le dire. J'aime ça être le premier projet de quelque chose. Alors, en fait, c'est Jean qui va vous en parler beaucoup. Moi, je vais juste vous situer un petit peu par rapport à notre rôle. Fait que là, je fais ça ici, c'est ça? C'est là? Ah oui. Non. Non. Ah. Piton vert. Bon. Alors, les partenaires au projet, alors Nimshou Scudo, donc qui était le promoteur, les partenaires gouvernementaux, donc autant fédéral que provincial, au niveau plus subvention, la Fédération des Québécoises des coopératives forestières qui a quand même apporté son savoir, son expertise, ses connaissances, il y a eu beaucoup de réseautage, et le Fonds Biomasse Énergie en tant que partenaire financier. Alors, qui on est, le Fonds Biomasse Énergie? En fait, comme on vous l'expliquait, on est géré par Fonds d'Action. Fonds d'Action, on est un fonds d'investissement d'1,7 milliard qui est très ancré dans le développement durable. Le Fonds Biomasse Énergie est vraiment dédié à la filière énergétique biomasse forestière résiduelle. Alors, ce que notre ambition, c'est d'appuyer un développement structuré puis durable de la filière. Alors, en donnant un financement adapté, mais aussi en mettant autour de nous un paquet de gens qui ont des projets, mais qui ont aussi de l'expertise pour que ces gens-là puissent aussi collaborer ensemble. On a eu un cas récemment, quelqu'un qui a appelé au fond, sa source d'approvisionnement venait de lui faire défaut. Fait que là, il appelait le fonds pour savoir s'il y avait quelqu'un d'autre dans sa région qui pouvait y fournir. Fait que c'est aussi ça qu'on veut faire. On veut faire que les projets continuent dans le temps en mettant en réseau les gens.
Alors, on le fait de quelle façon? On le fait par la promotion, parce que c'est une filière qui est nouvelle. Alors, il faut la faire connaître. On est un membre fondateur de Vision Biomasse Énergie. Je vous invite d'ailleurs à devenir membre. C'est un regroupement de gens qui s'intéressent à la biomasse énergie puis qui en fait la promotion. On a fait différents projets, entre autres avec la Ville de Québec, où on a fait vraiment un projet avec les élus, avec les différentes MRC, pour identifier sur leur territoire les projets potentiels, les projets de conversion potentiels. Alors, c'est de la formation, c'est de la sensibilisation, on le fait avec les partenaires, mais ça va aboutir à des projets concrets. Alors, ça fait partie aussi de notre mission. Notre mission, c'est aussi de supporter l'approvisionnement, parce que ça nous prend un approvisionnement qui est fiable et de qualité, puis un approvisionnement de différentes sources. Ça peut être la plaquette, alors, exemple, en supportant le réseau des coopératives forestières, qui peuvent fournir de l'approvisionnement de qualité, de conditionnement. On compte parmi nos partenaires la famille Paul avec Granules LG parce que c'est une source d'approvisionnement importante pour certains projets. Alors, vous voyez déjà la synergie en ayant comme partenaire des gens qui sont solides au niveau de l'approvisionnement, qui ont des projets intéressants aussi de développement. Bien, ça permet de faire des liens avec des projets de conversion parce qu'on soutient aussi des projets de conversion dans différents secteurs, dans différentes régions, différents territoires. Alors, on est partout. En fait, ce qui va faire qu'on embarque ou pas, c'est tout simplement l'intérêt, la faisabilité, puis le potentiel du projet, et non pas le lieu physique. Alors, il y a beaucoup de projets dans le secteur agroalimentaire, quand je pense à des producteurs en serre, fromagerie, etc. Et aussi le projet dont Jean va vous parler à Nimshou-Escoudot. Et voilà. Merci Claire pour cette introduction-là. Alors, moi, je vais vous parler d'un projet qui a été fait dans la communauté de Wapmaxtu. Wapmaxtu, c'est une communauté unique. C'est la première communauté où il y a des Cris et des Inuits. Alors, on est conjoint avec une communauté qui s'appelle Kudjurapik, qui est une communauté la communauté qui est en fait la plus au sud des communautés Inuits, puis nous, on est la communauté, la Cri, qui est la plus au nord. Alors, c'est un mix assez intéressant, puis en fait, ça s'appelait Poste à la baleine, ceux qui ont suivi les aventures d'Hydro-Québec qui voulaient développer un gros barrage à cet endroit-là. Notre idée, Nimshou-Escoudot, c'est une compagnie qui a été créée par la communauté de Wapmaxtu pour développer des projets d'énergie renouvelable. Alors, un petit peu comme disait Mélanie, nous, on recevait du diesel. Hein, la communauté est actuellement alimentée par des groupes diesel, soit Hydro-Québec ou soit, dans le cas de notre Arena, par notre génératrice. Alors, ça ne crée pas de richesse locale et ça ne crée pas de richesse dans notre communauté. Alors, l'idée du projet, c'était de dire, on va essayer d'amener de la biomasse qui vient de notre région, chez les Cris comme les Atikamekw. On a des concessions forestières et on voudrait essayer de produire notre granule puis essayer de faire, de pouvoir créer de la richesse chez nous au lieu d'importer du pétrole qui ne créera pas de richesse. Alors, c'est des projets qui ont pas juste un aspect qui est économique, mais aussi un aspect de développement social. Peut-être un autre point, la communauté, c'est une communauté qui a à peu près 2000 personnes, pour vous donner la grosseur. Alors, le projet de l'Arena, on avait notre propre génératrice, qui est une génératrice de 455 kW, qui alimentait l'Arena pour faire la production de la glace puis d'autres services électriques dans l'Arena, l'éclairage, des choses comme ça. On a aussi une chaudière qui fait au diesel là, qui chauffe l'Arena. Alors, on n'avait pas de solution de secours, évidemment. Alors, souvent, notre système tombait en panne, fait que l'Arena arrêtait de fonctionner. Les arénas, dans le Nunavik et dans notre communauté, et dans d'autres communautés autochtones, c'est des outils sociaux importants. C'est des outils que les chefs se servent pour motiver les jeunes à faire des activités puis de créer. Alors, quand ça tombe en panne, ça crée un problème. Alors, notre objectif, c'était en même temps de trouver une solution biomasse puis que notre solution aux génératrices devienne un backup. Alors, c'était ça le camp du projet. Puis, c'était aussi une autre idée. On a à plus long terme l'idée de faire, un petit peu, c'est ce que s'engage Hydro-Québec, à faire des développements là, de off-grid renouvelables. Mais on veut se servir de ça comme un projet mobilisateur pour montrer, dans le Nord, on peut amener des granules, puis ça fonctionne. On est capable de faire du développement avec ça. Alors, ça, c'est une photo de notre belle aréna à Wapmaxtu.
On voit une photo du village, là, où elle est située. Peut-être juste une chose que je sais pas, c'est ça. Vous voyez, on n'a pas d'arbres à Wapmax-2. Là. On est déjà dans la zone, même si ça on est encore en bas de la ligne des forêts où il n'y en a plus, et il y a des tout petits arbres. Alors, il n'est pas question de prendre la biomasse là-bas, il faut l'apporter du sud. Alors, si je retourne à la carte qui est juste avant, vous allez voir, il y a une communauté qui s'appelle Wiminji. Alors, actuellement, la biomasse, la façon qu'on l'alimente actuellement, elle est produite dans la région de Montréal. On l'amène en camion à Wiminji. Nous, on est propriétaire d'une compagnie de transport qui s'appelle Kepa. Alors, ceux qui se promènent sur l'autoroute des Laurentides vont voir nos camions passer. Alors, on a toute la chaîne de transport. On utilise une barge pour amener la biomasse de Wiminji jusqu'à la communauté. Alors, on peut regarder aussi d'autres modèles là, qui pourraient se faire. On est en discussion avec les Inuits pour voir si on ne pourrait pas utiliser leur système de transport. Alors, qu'eux, ils ont des bateaux qui font le tour de tous les villages dans le nord. Alors, le projet, je vais aller assez vite. Le projet a 3 composantes. Il y a le système qui permet de les chaufferies. On a aussi un système de stockage avec des containers parce qu'il fallait optimiser le système de transport. Puis on a un thermochiller qui permet de faire de la glace. Alors, c'est une technologie qui est utilisée beaucoup en Alaska. Je vais aller vite. On a regardé différents types de combustibles avec les différents outils de transport. Alors, si c'est des bateaux, c'est peut-être plus économique de prendre des gradules normales. Il y a différents enjeux pour le stockage. Dans notre cas, le service forêt de la coopérative, de la Fédération des coopératives, on a analysé que la meilleure formule, c'était des granules torréfiées. Alors ça, c'est pour plusieurs raisons. Hein. On n'a pas de transport durant l'hiver, alors il faut stocker le produit durant plusieurs mois. Alors ce fuel-là semblait être le meilleur pour faire ça. L'opération, bien c'est ça. Là, les containers, quand ils sont vides, ils vont dans le sud, on les remonte dans le nord. Là, c'est une photo. Alors, ça vous montre un petit peu les conditions de travail dans le nord. C'est pas facile. Un des enjeux, c'est très dispendieux de faire des buildings. Alors, on essaye de faire du préfabriqué, on essaye de faire des choses. Alors, c'est ce qui nous a amené à amener différentes techniques de construction. On utilise des systèmes pour faire du monitoring à distance. On fait le support premier niveau sur place, mais le support deuxième niveau, il est fait du sud. On utilise la période de l'été pour faire l'entretien. On utilise le système de transport qu'on a conçu. En fait, on utilise des pistes de stockage parce que c'est pas juste le transport, ça coûte très cher faire un entrepôt. Vous allez faire un entrepôt pour mettre vos sacs de granules puis les manipuler. Parce que quand il y a un blizzard, là, aller chercher des sacs de granules dehors, c'est très difficile. Alors, il faut que vous développez un système qui est plus facile de fonctionner. C'est avec un système de containers qui sont des demi-containers. Fait que ça permet d'optimiser le système de poids-volume pour le transport puis le stockage. Alors ça, c'est une partie du projet qui était très, très intéressante. On utilise aussi des systèmes assez faciles pour transvider, parce que pour transvider les containers, on a développé un système avec une compagnie allemande qui est un genre de taupe qui se promène puis qui aspire les granules. Alors, c'est très facile pour nous autres, pour les opérateurs, de mettre ça dans les containers, d'aspirer les granules, puis quand le container est vide, on l'enlève, on met un nouveau container. Ça, c'est la même chose. Les chaufferies sont assemblées à Montréal, puis sont juste installées là-bas. Bon, il y a du balance of plant à faire pour les installer, mais c'est un processus qui est assez rapide. Alors, je vais attirer votre attention sur un processus, je pense, qui est important. Quand nous, la communauté Nimshou-Skidoo ne fait pas, c'est pas comme la compagnie de Mélanie, on fait pas des équipements, on les soumissionne. Mais on développe le projet, on casse ça en lot, puis ça nous permet d'optimiser les soumissions. Alors, si on regarde le processus qui avait été fait à Hydro-Québec, ça avait été assez difficile. Nous, on a eu, dans la partie des chaufferies, on a eu 8 soumissionnaires. Fait que c'est un processus qui permet la compétition puis qui permet d'avoir des bons prix. On va aller vite. Les chaudières, thermochiller. Les bénéfices du projet, bien, c'est de réduire de 600 tonnes par année le CO2, puis évidemment de faire des retombées locales. On a créé des emplois à Wapmax-2, puis on crée de l'emploi dans le territoire pour faire les granules. Alors, je vous remercie.